Salut et bienvenue à l'épisode numéro 9 du notre super podcast Popcorn Aigre Doux. Salut. On arrive maintenant sur notre dernière partie de saison, le dernier quart, l'épisode number 9. Alors qu'est-ce que c'est Michel Popcorn Aigre Doux? Popcorn Aigre Doux, c'est un rendez-vous mensuel où Louis et moi, on vous parle de 2 films sur une thématique commune, et donc on compare ces 2 films sur cette thématique. Voilà, on a fait une petite pause pendant l'été pour notamment une raison principale, c'est que comme au début de saison, on est à nouveau dans 2 pays différents. Bon, on n'a pas été très originaux, on est dans les mêmes 2 pays différents qu'au début de la saison, donc j'ai dû rentrer au Canada, et je suis à nouveau à Toronto, et Louis est toujours en France. C'est ça, près de Valenciennes. Et donc du coup, pour des raisons de déménagement, d'ordre pratique, etc., on a choisi de faire une pause pour l'été. Mais on revient en super forme. On a trop hâte de reprendre les épisodes. C'était une pause bien méritée, mais moi je suis super content de reprendre là. Carrément. Alors, qu'est-ce qu'on boit? Parce que du coup, un peu la tradition, c'est de faire un petit apéro en faisant ça, à 6 heures de décalage. Mais Bah oui, mais toujours à des heures à peu près correctes pour boire. du coup, qu'est-ce que tu bois, Michel? Alors moi, je bois une bière locale d'Ontario qui s'appelle la Lug Tread de la brasserie Bose. Et ils ont mis en français que c'est une ale laguérisée. Bref, c'est une espèce de bière blonde, un tout petit peu amère, mais pas aussi amère qu'une PNL. Voilà. Ok. Et toi? Eh bien, moi, je bois de l'hydromel qui vient de Pimpon, en Bretagne, qu'on m'a offert. Je dis pas cet été. Mais du coup, c'est très bon. C'est vraiment, c'est pas très alcoolisé, c'est très agréable. Ouais, c'est bien sucré l'hydromel. Ouais, tout à fait. C'est un peu liquoreux. Eh bien, on trinque, chin chin. Chin chin. Ping. Du coup, Louis, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on avait envie de vous parler de puissance, et plus précisément de femmes puissantes. Puissantes Oui. non pas parce qu'elles sont hors du commun, puissantes non pas parce qu'elles sont inatteignables, ou puissantes non pas parce qu'elles sont exceptionnelles. Mais puissante, parce qu'ensemble, elles bouleversent l'ordre établi. Puissante aussi du fait de l'amitié qui les relie. Des amis pour le meilleur et pour le pire. Et pour ça, on a choisi 2 films qui traitent ce sujet, le mythique Thelma et Louise et le français Divine. Alors, Thelma et Louise, c'est un film américain où on suit Thelma, qui est interprétée par Gina Davis, et Louise, qui est interprétée par Suzanne Sarandon. Ce sont 2 amis qui décident de faire une virée en week-end. Malheureusement, ça se passe pas vraiment comme prévu, et Non. après avoir tué un homme qui tentait de violer Thelma, elles se mettent ensuite vers le Mexique, tout en embrassant leur nouvelle identité d'hors la loi, d'une certaine manière. Ouais. Et c'est un film scénarisé par Callie Khouri, qui a été aussi surnommée la 3e femme du film, donc c'est elle qui est venue avec l'idée de faire ce film. Et il a été réalisé par le Britannique Ridley Scott, donc qui a aussi fait les monuments de science-fiction Alien et Blade Runner. D'ailleurs, si vous vous souvenez, on avait déjà parlé de Ridley Scott dans notre 4e épisode sur Alien et le clandestin, et on vous encourage bien évidemment à le redécouvrir. Alors, Callie Khouri, la scénariste, souhaitait à l'origine réaliser le film, mais elle s'est vue refuser de nombreux financements pour cette raison. Elle a tout de même été très impliquée dans toutes les étapes de la préparation du film, comme le choix des actrices et même des choix de réalisation. Alors c'est un film cultissime, surtout dans le milieu du féminisme, et qui a reçu non seulement plusieurs récompenses, l'Oscar et Golden Globe du meilleur scénario par exemple, mais qui a également laissé une grande trace dans la culture populaire, surtout depuis sa sortie publique en 1991. Et notre second film, il est bien plus récent, il s'agit de Divine, réalisé par Ouda Benyamina, récompensé de nombreuses fois par des Césars, et qui a bien marqué le cinéma français, ne serait-ce que par les vives réactions qu'il a provoquées chez les critiques. C'est un film qui date de 2016. C'est ça, absolument. Donc dans ce film, on suit Dounia, c'est une adolescente qui vit avec sa mère dans un camp de Rome en région parisienne, elle est au lycée, et on la suit s'affirmer hors du cadre scolaire avec sa meilleure amie Maïmouna, qui est la fille de l'imam du quartier.
ce film prend un peu la forme quand même d'une sorte de parcours initiatique Mhm. en banlieue parisienne, à Montreuil, qui leur feront se poser des questions, eh bien, sur leur identité, leur spiritualité, leur sexualité, parce que bah, le lycée c'est comme les papillons dans le ventre et tout ça, et d'une manière générale leur place dans la vie. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, déjà, spoiler alert, alerte divulgachage, Divulgachage, c'est comme ça que tu dis? absolument. Divulgachage. C'est comme Donc, ça que disent les francophones de ton pays, monsieur. bientôt mon pays. Je suis en phase de devenir citoyen canadien, mais je ne le suis pas encore dans mon pays d'accueil. C'est vrai, le divulgachage. Donc, alerte divulgachage, on va parler en long et en large du film. Donc, si vous ne l'avez pas vu, on vous encourage bien évidemment à les regarder. Ce sont 2 très bons films. Et n'hésitez pas à revenir à cet épisode une fois que vous les avez vus. Et si vous ne les avez pas vus, c'est pas grave. De toute façon, on va bien expliquer tout ce qui se passe. Absolument. Alors à partir de maintenant, on va rentrer dans l'autre partie, la partie duel. Euh, ouais, entre du coup, un de deux sera probablement plus aigre et l'autre plus doux. C'est une discussion libre qui est non scriptée. Donc on va probablement s'éloigner un peu du sujet, surtout que c'est une thématique qui est particulièrement parlante pour nous, surtout aussi relativement au cinéma. Mais à chaque fois, on fera un effort pour y retourner au sujet principal. C'est ça. On fait notre mieux et faites de votre mieux aussi pour rester avec nous. Alors c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que t'as évoqué, toi, du coup, Thelma et Louise, surtout le lien entre les deux films? Alors, bah, Thelma et Louise, déjà, c'est un film que j'avais pas revu depuis longtemps. C'était un grand plaisir de le redécouvrir. Et ça m'a même surpris de voir comment un film donc réalisé, enfin, ou en tout cas sorti en 1991, parvenait à rester tout de même d'actualité, surtout dans tout ce qui a trait aux questions de genre, de féminisme, de bousculer un peu l'ordre établi dans la société patriarcale. Je trouve que le film a plutôt bien vieilli de ce côté-là. Après, ça reste un film des années 90. Je veux dire, on peut pas le nier. Ouais, tu n'abordes Euh, plus non plus de la même manière les enjeux féministes aujourd'hui qu'en non, 90, quoi. non, non, non. Mais il y a quand même des choses qui restent, Hmm. je trouve, toujours très pertinents aujourd'hui. Euh, et du coup, c'est presque un peu terrifiant de voir que certaines problématiques, bon, elles datent pas d'hier, on le sait. Et enfin, plutôt, elles datent pas d'aujourd'hui. Je dis n'importe quoi. Pourtant, j'ai bu que 2 gorgées de ma bière. Je commence déjà. Mais Michel, tu es né du dernier ouragan? Pour ma défense, je suis actuellement dans un Airbnb où je dors très mal depuis plus d'une semaine. Donc, il est possible que je raconte n'importe quoi. Oui. Mais bon, tout ça pour revenir donc à Thelma et Louise. Euh, Ça m'a vraiment fait plaisir de redécouvrir ce film. Ça m'a pas mal touché. Et Divine, c'était un film que j'avais vu, je pense, il y a moins d'un an. Donc c'était encore frais dans ma tête. Et d'ailleurs, c'était un petit peu la comparaison entre ces deux films qui m'intéressait parce qu'on suit deux donc duo d'amis qui s'embarquent dans une suite d'événements où elles vont un petit peu tout retourner sur leur passage, tout ça pour pouvoir exprimer leur potentiel et essayer de s'émanciper de, de ce que la société essaie de leur imposer, que ce soit au niveau des rôles de genre ou de, comment dire, de déterminisme social. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant de ce point de vue-là. Mais tu vois, moi j'ai trouvé par exemple Divine beaucoup plus dur à ce sujet que Thelma et Louise. Hmm. Parce que Thelma et Louise, tu vois, tu sens aussi le potentiel libératoire et à quel point aussi la libération, justement, le fait d'être hors la loi, etc., ça amène à une libération aussi de soi. Et même si ça ne peut que mal finir d'une certaine manière,
Il y a un truc de l'ordre de la tragédie aussi. Oui. Alors que je trouve que Divine s'inscrit dans une forme de réalisme social qui est plus difficile, parce que du coup, moi, ça m'a quand même un peu renvoyé le fait de, en fait, c'est compliqué de sortir du déterminisme social. Ouais. Et il y a un moment dans Divine où on nous fait un peu croire que, enfin, c'est un peu dans le schéma de narration classique, un peu aristotélicien, le moment où tout va bien, tout est mis en place, etc., où tout a l'air de bien se passer. Avant la chute, on se doute bien qu'il y a la chute, sauf qu'en fait, c'est obligé, ça ne peut pas être autrement. C'est pas possible qu'une fille qui vit dans un camp de Rome, qui s'engueule avec ses profs parce qu'en fait, elle a aucun avenir nulle part. Sa mère, elle est alcoolique, elle a à peine un boulot, elle vit dans des conditions un peu précaires, avec d'autres gens qui vivent dans des conditions précaires, où ils sont plusieurs dans un endroit de bidonville chelou, où on se doute que c'est quand même pas terrible. On la voit prendre une douche et elle ouvre un tuyau d'arrosage et elle met de l'eau dans un bidon, quoi. Ouais, dans un trou à creuser à même le sol. Ouais. Enfin, on sent que c'est quand même limité, et du coup on se dit ça ne peut pas, c'est pas possible en fait. Elle peut pas s'en sortir parce que à un moment quand même on la voit affirme aussi sa féminité, plus de manière plus occidentale, en robe, les cheveux détachés, en boîte de nuit, le lien avec l'artistique, les questions spirituelles, etc. Et elle commence à se faire du fric et tout ça parce qu'elle fait du trafic de drogue. Et on se dit en fait, ça peut pas marcher, quoi. Alors que Thelma et Louise, même si l'aspect tragédie se fait sentir, le potentiel libératoire est presque plus fort que cet aspect tragédie, quoi. Moi, j'ai un peu ressenti comme ça. Et par contre, je trouvais que c'était des films qui étaient vachement proches, parce que c'est pareil, on retrouve aussi, ces longues conversations entre copines ou entre amis, et sur des endroits un peu anodins, quoi. Sur, les hommes, la vie, des choses un peu spirituelles, des choses liées à ta vie de tous les jours. Et ça, on retrouve aussi ces trucs-là. Cette relation, elle est très forte, elle est vraiment centrale dans les deux films. Ouais, d'ailleurs, ces histoires d'amitié, c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus touché, enfin en premier, en regardant ces films. C'est je trouve que ça envisage du coup la relation amicale super forte dans sa totalité, avec aussi des moments plus difficiles, mais où il y a quelque chose c'est un peu leur principal point d'ancrage dans leur vie, qui part un peu dans tous les sens. Et c'est juste jouissif de voir deux personnes qui ont, en tout cas qui nous font croire à cette alchimie. Donc parce que les actrices dans les deux films sont vraiment excellentes, et ce malgré leur jeune âge dans le film Divine, mais où tu te poses même pas une seule fois la question de savoir si elles sont meilleures amies ou non. Ça évident, transparaît, quoi. c'est évident, et c'est tellement jouissif de voir deux personnes comme ça prendre autant de plaisir à être ensemble, de passer de bons moments, même quand tout part en couille. Et vraiment pour le meilleur et pour le pire. Dans le cas de Thelma et Louise, jusqu'à la mort, parce qu'elles finissent de choisir de se donner la mort ensemble plutôt que de se faire arrêter par la police. Mais que d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu le film, c'est nécessairement vous avez vu un plagiat de cette scène-là quelque part. Oui. Ou une elle référence. C'est tellement obligé. reprise, que ce soit dans des films, dans des livres, Mais en même temps, c'est pas étonnant. C'était aussi, c'est ce que j'ai lu, mais que c'était tellement, ça sortait tellement du cadre habituel du cinéma hollywoodien, où t'as la happy ending dans ce genre d'histoire, etc. Ouais. Où là, non seulement c'est deux femmes les héroïnes principales, deux femmes qui en plus osent se rebeller, affronter l'ordre établi, le patriarcat, avec d'ailleurs des moments où, au moment où elles prennent conscience que de toute façon, de cette manière, c'est un peu foutu, elles s'éclatent, quoi, et elles arrêtent comme ça un routier dégueulasse. Non, mais c'est ça. Trop bien. Et elles arrêtent un routier dégueulasse qui est un peu le running gag où le mec les voit à chaque fois en faisant ouais, genre viens suce-moi mon pénis. Et oui. parce que je veux pas avoir une interdiction moins de 18 ans, mais il les harcèle et plusieurs fois c'est un peu une espèce de running gag, parce qu'on le voit quand même à chaque fois. Et à chaque fois elles sont de plus en plus énervées et elles réagissent de manière différente. Et c'est aussi un révélateur de leur évolution.
Et à la fin, en fait, elles le font s'arrêter, elles lui font genre une grosse leçon, genre bien méritée. Et si on faisait la même chose à ta mère, ou à ta sœur, ou à ta femme? Mais qu'est-ce que t'as, toi, tu débloques? Non, tu sais très bien de quoi je veux parler. Donc en fait, tu parles pas comme ça à nous, quoi. Tu parles pas comme ça non plus à aucune des meufs que tu vas rencontrer. Et pour la peine, on va exploser ton camion, quoi. Mais c'est aussi parce que le mec refuse de s'excuser, en fait, Ouais. sans tête, dans son truc. Probablement, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris, parce qu'il dit: «Non mais qu'est-ce qu'elles vont me faire ces 2 nanas? Elles vont Ouais. me gueuler dessus, mais j'en ai rien à foutre. Moi je suis toujours, le mec, j'ai mon gros camion». D'ailleurs je Oui, trouve c'est ça. le camion, vraiment c'est le symbole phallique, le Un gros beau camion camion bien luisant rutilant. et elles finissent par C'est clair. l'exploser. D'ailleurs il y a une anecdote, assez marrante là-dessus, c'est que, donc le réalisateur Ridley Scott, au début, donc il voulait faire exploser le camion, mais il voulait que les réactions des actrices soient le plus crédibles possible, soient authentiques, quoi. Donc il leur a pas dit que le camion allait, leur exploser comme ça face à elles et apparemment, elles ont été tellement estomaquées que quand il a filmé cette scène, elles étaient juste figées Ouais. par la Elles sont surprise, restées quoi. vraiment de marbre. Du coup, ils ont été obligés de la retourner pour qu'elle rejoue. Mais d'ailleurs, moi, ça me fait marrer parce que je suis persuadé que lui, il voulait refaire le coup à l'Alien. Où il y a une scène dans Alien aussi où il n'avait pas prévenu les acteurs Ah, d'un moment où c'est oui, c'est assez vrai. frappant et du coup pour avoir des vraies réactions et dans Alien ça marche bien et ce qu'on voit dans le film c'est des réactions d'acteurs qui ne sont pas au courant de ce qui va se passer. Et là je suis absolument persuadé qu'il voulait reproduire la magie et que ça a pas du tout marché quoi. Ouais, mais bon, la scène est tout de même très réussie et mais en fait, moi, je t'avoue que, tu sais, quand on avait choisi ces films, moi, j'ai pensé: «Ah ouais, Thelma et Louise» et Divine et c'est au moment où j'ai mis le film en route, que je regarde donc tu sais, les crédits au début du film, que tout à coup, je vois Ridley Scott. Enfin, j'avais complètement zappé le fait que c'était réalisé Mais d'ailleurs, c'est par lui. presque un hasard aussi. Lui, il était pas forcément, il a pas cherché à le réaliser, il a accepté de le Non, produire assez rapidement. Et ouais, après, il a cherché un réalisateur qu'il n'a pas trouvé. Et en même temps, les autres studios voulaient pas s'engager. Si c'était notre ami, évidemment, j'ai oublié, Kali Kouri qui le réalisait, oui, les studios ne voulaient pas s'engager. Et donc, du coup, il l'a fait par défaut. Enfin, après, je pense qu'il a fait parce qu'il avait envie de le faire aussi. Et il a oui. accepté de le faire. Mais il a lui aussi rentré en processus pour essayer de trouver une personne à réalisation qu'il n'a pas trouvé. Ouais, parce que aussi c'était, apparemment c'était un comment dire? Un concept de film un peu difficile à vendre au studio Hmm. où, pour la première fois, c'était un buddy movie, Deux femmes. Ouais. un film aussi un peu d'action où, les 2 personnages principaux sont des femmes et où elles se rebellent contre la société patriarcale et je vais Ouais. dire, ça c'est une thématique peut-être qu'on voit plus aujourd'hui, dans les médias et dans la culture populaire, mais à l'époque, c'était pas aussi accessible. Ah bah ça c'est clair. Je pense. Et d'ailleurs, la difficulté de Kelly Khoury à réaliser ce film-là, ça le montre bien. Et elle a dû aussi se battre auprès de Ridley Scott, mais aussi auprès des studios, pour que soit maintenue et la scène de viol et la scène finale. Parce que Ouais, les studios voulaient absolument réduire la scène finale à faire une espèce de happy end ou d'un truc un peu de statu quo. Et elle a dit, oui, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est pareil, ils voulaient pas montrer la scène de viol. Elle a dit, il faut y aller, quoi. Il faut montrer ça, quoi. ouais. Et c'est alors ce qui est marrant, c'est que enfin, c'est pas marrant en fait. C'est, on va dire, ironiquement marrant, c'est que le film, quand il est sorti, a été critiqué pour, sa grande violence parce que, bah, c'est de 2 femmes qui bah, il y en a une qui tue un mec un peu comme ça à bout portant, hem et ensuite elles prennent en non, elles prennent pas en otage, enfin si, il y en a une comment dire? Rob. Qui Elle fait un vole. braquage dans un magasin. Elle braque un petit magasin et puis ensuite Non mais moi ça me fascine quand même qu'on parle de la grande violence du film. Le film est sorti un an avant Basic Instinct. Enfin oui. franchement où ça montre, enfin je veux dire juste de quelle violence on parle quoi, tu vois. Et c'est après Le Parrain, Non, c'est non, mais après. ouais, non, puis, c'est parce qu'en fait, ce sont des femmes qui tiennent le revolver. Hmm. J'ai lu une interview de Kelly Khoury qui disait:
Juste, imaginez-vous la même scène où, donc, dans le film, Thelma, elle se fait attaquer, elle se fait battre et presque violer par un mec dans un bar, à la sortie d'un bar. Et Louise, du coup, vient l'aider. Elle finit par le descendre. À l'avenir, quand une femme gueule comme ça, c'est qu'elle, tu vois, elle se marre pas. Et ensuite, elle se casse. Elle dit, bah, imaginez la même scène où il y a une fille qui est en train de se faire violer. Et là, c'est son ami masculin qui vient l'aider et qui finit par descendre le violeur. On n'aurait jamais pointé du doigt la violence du film. C'est uniquement parce que c'est une femme qui se saisit du revolver et qui décide de le flinguer que le film est décrit comme hyper violent. Non, mais Et c'est moi, je clair. trouve que la scène la plus violente, c'est celle justement du Du viol, viol. où c'est très cru, c'est très viscéral. Et moi, ça m'évoque aussi des critiques qu'a reçu Divine, parce que Divine a été un film qui a pas eu une espèce de standing ovation, quoi. Il y a eu des critiques un peu diverses et variées. Et notamment quelque chose qui est quand même pas mal revenu, c'est le fait que ah bah ça y est, encore un film sur les banlieues et c'est pareil d'un truc un peu où on montre une violence, etc. Alors que je pense que justement le film tire vraiment à côté, quoi. C'est en disant Oui. en fait là l'exclusion sociale c'est violent, vivre en banlieue c'est une vie qui est violente. En tout cas dans la banlieue qui est décrite dans le film. Ouais. Et donc du coup la violence en fait elle est inhérente, elle est là. Et donc ça sert à rien non plus de faire un truc idyllique comme de l'autre côté du périph où ah ben en fait les banlieues il y a aussi des gens gentils, hein. Bah non, les gens ils ont des vies dures en fait et donc tout ce qui est côté institution, bah oui ça fonctionne pas bien. Le lycée ça fonctionne pas bien. Le fonctionnement classique de quelqu'un qui vit dans un environnement où l'institution elle fonctionne, l'école, etc. Bah là en fait ça marche pas. Et donc du coup comment tu t'en sors quand bah tu rentres chez toi et c'est un bidonville, et ben tu tentes des trucs, quoi. Et après et du coup des choses aussi ont été pointées de l'ordre de la violence du film, alors que je pense que justement le film montre aussi des jeunes femmes en l'occurrence qui essayent de sortir de ça, quoi, à leur manière, Ouais. en l'utilisant les outils qu'elles ont à leur disposition, y compris la violence, mais pour dans l'idée d'un jour ne plus avoir à y recourir, quoi. Ouais, puis j'avais vu la réalisatrice du film parler du sentiment de colère quand tu vis en banlieue, Mm. où je crois elle a grandi en banlieue. Elle disait, mais c'est juste quand tu te sens complètement écrasé et rejeté par la société et qu'on te fait croire que et d'ailleurs je trouve cette scène vraiment puissante dans le film où Dounia a a une grosse altercation avec sa prof qui essaie de la préparer à un examen de BEP. Un BEP vente. Ouais, d'un BEP vente où elle doit faire genre l'hôtesse d'accueil qui a une cliente difficile et où la prof arrête pas de lui dire: «Non mais vas-y, souris, c'est important, tu vois pas que j'essaie de te sortir de ta misère?» Et où Dounia lui dit: «Non mais c'est quoi que tu me promets? De me sortir de ma misère pour avec un BEP de merde, où je vais avoir un job de merde et de toute façon je vais tout le temps être écrasée?» Mais moi j'ai pas envie d'être comme toi. Moi j'ai pas envie de mentir, j'ai de la fierté. Je veux plus te voir, tu sors de ma classe, putain! Et la vie de ma mère, que t'as un jour, bah je me ferai plus de thunes que t'en as jamais rêvé de toute ta vie. Toute ta vie t'en auras jamais rêvé, même dans tes rêves les plus profonds. Et c'est là où on rejoint le thème de la puissance. C'est d'exprimer son potentiel, d'un peu briser ce carcan dans lequel on l'enferme. Et forcément, tu subis tellement de violence, ça peut être de la violence physique, mais c'est aussi de la violence mentale, depuis la plus jeune enfance. Bah ouais, ça te met la rage. Et il y a un moment où ça explose. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Puis même, tu sais, le rapport entre les jeunes de la cité et les pompiers, où c'est comme tu sais, un débordement de rage, où c'est pas forcément contre les pompiers en soi, mais où juste eux, ils en peuvent plus, ils essaient juste de se sortir de leur situation. Et en fait, ce que la société leur rend, c'est juste des coups ou de l'inaction, de les laisser dans leur misère, quoi.
Vous nous caillassez, donc on ne peut plus intervenir. On attend. Non, on va pas vous caillasser, monsieur. Je vous jure, on va pas vous caillasser, s'il vous plaît. Pourquoi vous venez pas? Monsieur, du foot partout, s'il vous plaît. Mais parce que c'est comme ça, parce qu'en fait l'institution elle permet pas non plus en soi une élévation si importante que ça, ou si 1 sur 1000 ou 1 sur 1000. Et que c'est compliqué. D'ailleurs on le voit bien aussi dans le fait que les bâtiments sont pourris, quoi, et ça se voit. Les bâtiments sont pas terminés, tout est en travaux tout le temps. On n'est pas en centre-ville, quoi, et ça se sent. Ouais, d'ailleurs, il y a le personnage de Rebecca. Donc, Rebecca, c'est la dealeuse un peu plus âgée auquel Dunya fait appel pour commencer son trafic avec Maimouna. Et donc, c'est intéressant aussi ce personnage un peu de caïd au féminin. Et qui même d'ailleurs, moi, ça me fait trop marrer parce que c'est le stéréotype masculin, juste transposé au féminin. À un moment, je sais plus, elle sonne chez elle, c'est un mec en slip qui ouvre et elle lui fait une tape sur les fesses. Enfin, c'est vraiment drôle parce que c'est vraiment genre comme si c'était un dealer mec, mais juste complètement inversé en termes de stéréotype. Mais en même temps, ça reste très stéréotypé aussi. Et c'est assez marrant à voir, quoi. Ouais. Et puis c'est un personnage quand même intéressant qui a, tu le vois par des petites scènes, qui a plusieurs niveaux de complexité dans ce personnage. Tu sais, elle prend soin d'un petit vieux qui parle pas. Puis, enfin, j'aime beaucoup ce personnage de Rebecca. Et tu vois qu'elle doit aussi s'imposer dans un monde principalement masculin. Donc le personnage de Rebecca, à un moment, elle explique qu'elle, ce qui l'a fait rêver, ce serait d'aller en Thaïlande pour ouvrir son bar et vivre de l'argent du sexe et de la drogue là-bas. Ils s'en battent les couilles de notre vie ici, regarde. Thomas, c'est quoi ça? Les travaux, le mec, ça fait 2 ans qu'il touche plus à ça. Et là-bas, il y a trop de mailles à se faire, c'est un truc de ouf. Je fais la fête, je profite et j'ai de l'argent. Et tu... Je veux dire, c'est facile de comprendre et de se mettre à la place du coup, à la place du personnage de Dunya et de Maimouna, où elle, c'est là, on leur offre enfin une porte de sortie vers quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, je trouve que le personnage de Maimouna est vraiment intéressant, c'est contrairement à Thelma et Louise, où c'est un peu deux facettes de la féminité en 91. D'une certaine manière, elles sont assez différentes, mais enfin, je veux dire par là, t'en as une, c'est la femme. Thelma, c'est la femme au foyer. Tu vois, c'est la femme au foyer. Oui. Elle doit obéir à son mari. Elle est jolie. Elle a des beaux vêtements chez elle. Elle est un peu bordélique. Et à l'inverse, il y a souvent des scènes où elles sont un peu comparées comme ça, où Louise, elle est par contre ultra carrée, mais elle bosse dans des jobs un peu pourris, des jobs qui relèvent du service, qui sont des jobs majoritairement occupés par des femmes. Et elle a une relation avec un mec où c'est pareil, en fait, elle est soumise, mais pas dans le même sens que Thelma. Où Thelma, c'est vraiment la femme au foyer. Louise, elle est dans cette relation-là avec son mec. Elle a une autre genre de relation, mais qui est aussi un type de relation qui était assez, j'imagine, assez répandu. En tout cas, c'est dans l'imaginaire. Je trouve que ça elle représente chacune 2 stéréotypes au début du film et on les voit évoluer. Ouais, moi je dirais 2 stéréotypes plus que de la féminité, mais c'est aussi de la classe moyenne basse. Moyenne, il n'y a pas de classe moyenne haute, ça n'existe pas. Ok, de la classe moyenne. De la classe moyenne des États-Unis, mais pas des États-Unis, des grandes villes comme Los Angeles ou New York. Plutôt, non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Bref, quoi qu'il en soit, elles sont assez comparées et elles sont assez mises en égalité, alors que dans Divine, on suit plutôt le personnage de Dunya. Et ce personnage-là a une relation avec Maimouna. Et je trouve que le personnage de Maimouna est vachement intéressant, parce que justement il est un peu plus effacé, mais elle montre aussi complètement autre chose. Elle a un statut social, c'est la fille de l'imam du quartier. Oui. Mais en même temps, on voit aussi qu'ils vivent dans une baraque, elle est dans la même chambre que son frère. Enfin, on sent que ou sa sœur, je sais pas trop, mais peut-être sa sœur en fait, mais en tout cas, elle partage sa chambre. En tout cas, on sent que c'est pas non plus le luxe, et pourtant, elle a un autre statut social, quoi. Et elle cherche aussi, elle, à s'émanciper en suivant Dunya. Et pas juste parce qu'elles sont copines aussi, quoi. Aussi parce que c'est un vecteur d'émancipation. Et d'ailleurs, la chute sociale, elle existe
pour Maïmouna, alors qu'elle peut pas C'est exister vrai. pour Dounia. Parce que Dounia, elle est déjà en bas de ce qu'on pourrait imaginer en France, alors que Maïmouna, elle perd un statut social, et au moment où elles se font pincer toutes les deux, elles vont chez les flics. Ouais. Maïmouna, elle le vit hyper mal, et ses parents le vivent hyper mal, quoi, parce que c'est une chute, potentiellement une chute sociale dans l'environnement, quoi. Ouais, et puis d'ailleurs, même les parents essaient de mettre un terme à cette amitié, parce que pour eux, ils voient que ça va juste causer du tort à Maïmouna et à la famille, où tu sais, où elle parle même de la réputation Ouais, tout de à la fait. famille. Tout le temps, c'est comme ça. La réputation, tu ne sais pas. Toute la communauté parle. Eh, toi, casse-toi, toi. Traînarde que tu es. Tu n'as même pas honte. Tu ne vois pas que tu les fais assez tort. Tout vient de toi. C'est grâce à toi qu'on est dans cette merde-là. Et ça finit par se vérifier à la fin, où Maïmouna meurt dans des Conditions horribles. circonstances horribles. Franchement, cette scène, première fois que je l'ai vue, elle était difficile, mais je la trouve vraiment très, très difficile à voir. Et, ouais. Et d'ailleurs, c'est pareil, on suit beaucoup Dounia et la découverte de ses sens, son sens artistique. Elle tombe amoureuse parce qu'elles squattent toutes les deux une régie un couloir de régisseur de régie d'un théâtre. Et En fait, c'est leur planque. ouais. Elles ont trouvé ça pour avoir leur planque d'argent fric, ou de de trucs qu'elles chopent bonbons, au supermarché du coin. Et donc du coup, elles observent les danseurs, et Dounia tombe un peu amoureuse d'un des danseurs, qui lui aussi d'ailleurs cherche à sortir de la cité. Oui. Il est dans une recherche d'émancipation, et il le dit d'ailleurs très clairement, quoi. Il dit non mais là, ça y est, maintenant, moi ça va me changer la vie. Lui, il est agent de sécu dans un centre commercial, et la danse là, c'est une occasion de sortir de ça, de faire des tournées, d'entrer dans un autre milieu, etc. Et j'ai été pris. Pris pourquoi? Mais pour le spectacle. C'est moi qui ai le rôle principal, je vais partir en tournée. Putain, tu te rends même pas compte comment ma vie elle va changer là. Ouais, super. C'est presque d'ailleurs un peu caricatural. Je Ouais. trouve sa relation avec le metteur en scène, etc. Mais bon, avec le chorégraphe. Peu importe. On suit bien du coup Dounia qui explore son désir avec ce personnage-là. Et à d'autres scènes aussi où on voit qu'elle prend conscience aussi qu'elle peut être désirée, etc. D'ailleurs, je sais pas si t'es d'accord, mais ça donne lieu à de très belles scènes de danse. Dans la boîte dans de le nuit film. aussi, là. Ouais, dans la quoi? Dans la boîte de nuit. Oui, Dans dans la sa boîte de robe nuit. blanche, Non, mais là. il y a de très belles scènes de danse dans ce film. C'est un truc auquel je m'attendais pas avant de le voir. Et moi, j'aime beaucoup la scène de danse où ils sont dans le supermarché. C'est un commercial. peu le moment où ils finissent par consommer leur désir, mais c'est montré sous la forme d'une danse, et c'est vachement tendre et sensuel. Enfin, moi, c'est une scène qui m'a beaucoup plu. Et en même temps, ça se passe aussi dans le centre commercial. Enfin, il y a un vrai décalage aussi Oui. c'est comme si le seul endroit un peu à la sensualité et à un plaisir du corps, du toucher, une reconnaissance de l'autre, sans violence, sans rapport de force, etc. En fait, ce que c'est pareil, la relation, elle se joue aussi beaucoup sur un rapport de force jusqu'à cette scène-là où d'un coup, Oui. ça s'équilibre, quoi. Bah, d'ailleurs, la première scène où ils dansent ensemble, c'est plutôt lui qui Lui, il qui lui l'agresse impose de sexuellement danser. avec sa danse. Oui, non, mais c'est ça, oui, il l'agresse un peu sexuellement avec sa danse. C'est, ça met limite mal à l'aise parce que t'as l'impression qu'elle est, qu'elle se fait agresser par un mec. Mais c'est intéressant la façon dont c'est fait. Ouais. Ah non, mais de toute façon, son personnage, elle en prend mais plein la tronche par tout le monde, quoi. Et pour le coup, il y a des scènes très violentes quand elle se fait tabasser par l'autre dealer de drogue. C'est vraiment dur. C'est vraiment très très dur. Bah, surtout que c'est pareil, moi, c'est le moment où je me suis dit, ça y est, de toute façon, enfin, je savais que ça ne pouvait de toute façon que mal se finir. Ouais. Donc je me dis, ça va être quoi? Et je me suis dit, là, en fait, elle va crever, c'est maintenant que ça va se passer, elle va mourir maintenant, quoi. Ouais, je me suis dit la même chose la première fois que j'ai vu. Ouais. Et heureusement, non. Mais on peut pas dire que la situation s'améliore pour autant. Non. C'est clair.
Et tu vois, là, on parle de sensualité. Quelque chose que je trouve intéressant dans ces 2 films, c'est la façon dont justement, on sensualise beaucoup plus le corps des mecs que, des filles. D'ailleurs, dans Thelma et Louise, je trouve qu'elles sont pas Mais sexualisées. tu trouves que les mecs sont très sexualisés en Thelma et Louise? Autant dans Divine, je suis complètement d'accord. Oh, ah oui, alors, moi, Thelma et Louise, enfin, il y a un mec qui Oui, est, le personnage de Brad Pitt. Il s'en va. J'adore le regarder s'en aller. Tu me connais, je suis qu'une délurée. le personnage de Brad Pitt, Ouais. c'est un truc qui m'était resté en tête où, avant de voir ce film, je savais que Brad Pitt était considéré comme un bel homme et j'étais d'accord, mais je comprenais pas trop le truc. Et j'ai vu ce film, alors que pourtant il joue un mec qui est, Une c'est espèce de genre, petite frappe, quoi. ouais, c'est sa petite frappe, un peu Un peu prétentieux. Don Juan. Ouais, c'est ça. Donc, il a pas une personnalité très charmante, mais il est très sexy dans ce film. Il est vraiment très sexy et c'est un truc qui m'était resté en tête. Et j'ai lu que Gina Davis, en fait, elle a pas mal insisté pour que ce soit lui qui soit choisi. Il y avait George Clooney qui avait auditionné pour le rôle, qui s'est fait refuser genre 4 ou 5 fois. Et finalement, c'était Brad Pitt qui était pas très connu à l'époque. Non, il faisait que des séries. C'est son premier gros film, Ouais. grosse révélation. Et même où, du coup, tu vois beaucoup, enfin, tu vois son corps, tu sais, même la scène de sexe qu'ils ont ensemble, tu vois beaucoup plus le corps de Brad Pitt. Ouais. Non, mais c'est vrai que lui est très sexualisé, mais sinon les autres personnages, justement, parce que Thelma et Louise, c'est presque un exercice de style, parce qu'on te montre aussi plein de types de femmes différentes et plein de types d'hommes différents aussi. Et Oui. un peu comment le policier 1 il pourrait réagir à ça, comment le policier 2 il pourrait réagir à ça, comment une serveuse dans un bar elle peut réagir à ça, comment une autre serveuse dans un autre bar il pourrait réagir à ça, et t'as un peu tous les exemples. Ouais. Comment un mec bedonnant il réagit à ça, comment un mec svelte il réagit à... Non mais c'est vrai, je trouve. Oui. Et d'ailleurs, j'étais amusé de voir aussi ce retournement, parce que il y a le film joue beaucoup sur le renversement un peu des rôles de genre. Et tu vois notamment toute l'équipe de policiers qui, bon, ils sont chez le mari de Thelma, en espérant que Thelma appelle et que du coup ils puissent écouter la conversation téléphonique, mais du coup ils doivent y passer beaucoup de temps. Et cette scène me fait trop marrer où t'as tous les policiers qui sont en train de regarder, je sais pas, un film ou une espèce de truc à l'eau de rose, aussi Ouais. trop à fond. Et le mari de Thelma, qui est plus un beauf un peu lambda, essaie de changer pour mettre le foot. Il se fait descendre du regard par tous les policiers. Il est obligé de remettre l'espèce de Le drame vieux romantique. film en noir et blanc, ouais. Ça me fait trop marrer. Et même, je trouve que les hommes enfin, certains hommes dans ce film montrent plus un éventail d'émotions larges que ce tout que à tu as fait. l'habitude, surtout dans des films d'action où tu vois le copain de Louise qui est... alors il y a un petit moment colérique, mais sinon tu vois juste qu'il est blessé dans son cœur parce que il aime Louise, mais il sait pas trop comment lui dire, il essaie de Ouais. l'épouser, en fait il se fait rejeter, mais en même temps il va tout faire pour essayer de l'aider. T'as même le mari de Thelma où lui il réagit un peu comme un connard, mais tu vois qu'il est aussi vachement blessé. Ouais, puis effectivement, on voit plein de genres différents. Mais d'ailleurs, le film a parfois été accusé de misandrie, et je suis pas Misandrie, vraiment ouais. d'accord avec ça. Parce que Non, mais justement, c'est on voit n'importe aussi... quoi. Ça, c'est vraiment Non, un mais- truc de... Non, mais c'est un truc je suis d'accord avec toi, d'antiféministe, de masculiniste pourri, mais... C'est ça. Mais parce que justement, le film, il montre une diversité aussi de réactions et jusqu'au personnage mec qui est le plus enclin à les soutenir, qui est le flic, un des flics en tout cas, parce que Oui, c'est oui. un peu le seul aussi. Qui montre beaucoup d'empathie, En fait, c'est ça. ce qui est pas commun, je trouve, dans le rôle d'un flic, Ouais. un mec flic. Mais qui montre aussi ce truc-là de la nécessité d'ouvrir la parole. Et moi, je trouve ça vachement intéressant. Parce qu'en fait, il est empathique parce qu'il apprend que Louise avait déjà été violée au Texas, Ouais. que En son tout cas, c'est violeur ce qu'on s'en était suppose, sorti indemne. ouais. On le sait, il le dit lui à un moment. Oui, mais et c'est juste, il dit, I know, enfin, je sais ce qui t'est arrivé au Texas. C'est pas expliqué explicitement tout ce qui s'est passé. On en déduit qu'elle s'est faite violer aussi, mais c'est pas
Bref, oui. Mais que elle a supposément été violée au Texas, etc. Et que du coup, parce que aussi il y a eu à ce moment-là, lui, il a eu accès à la parole, même si c'était pas, en tout cas, elle qui avait voulu la dire, parce que elle d'ailleurs, elle passe le long du film à ne pas vouloir révéler ce qui s'est passé au Texas. Oui. Je te préviens, Thelma, ça suffit. Tu laisses tomber. Je parlerai pas de ça. C'est clair? Oui. Et que du coup ça lui permet d'être empathique et de comprendre ce qui s'est passé. Et moi j'ai aussi compris ça comme un message du film, quoi. En fait, faut montrer, faut dire, parce que il y a que ça qui permet de comprendre ce qui se passe, quoi. Sinon, on fait juste passer les femmes pour des hystériques et. Mais en même temps, je trouvais ça intéressant le fait qu'elle veuille pas le dire, parce que pour moi, c'était aussi, c'est son choix à elle. Ah bah tout à fait. De si elle veut le dire ou non. Non mais tout à fait. Mais je trouve que le film plaide aussi pour ça, quoi. À un moment où c'était pas le cas. Hein, le mouvement MeToo, c'est 2016. Donc ça fait moins de 5 ans. Non mais c'est très récent en fait. C'était même pas 2018. Je pense que c'est encore plus récent que ça. Hein. Pour moi c'était 2016. Non? Attends, je googlise. On coupera au montage ou pas. Vérifie. 2017. L'affaire Weinstein c'est 2017. Donc le mouvement MeToo c'était en 2017. Ouais. Et il y a que à ce moment-là où vraiment il y a eu une prise de conscience dans l'ensemble de la société, en tout cas, de la nécessité de parler, de dire la violence, parce que en vrai c'est quelque chose que les féministes font beaucoup et d'une manière générale les populations opprimées font beaucoup, de montrer la violence qui est subie, qui est vécue, de montrer les systèmes d'oppression, etc. Pour autant, c'était pas montré et c'était pas entendu, et je trouve que depuis MeToo il y a une prise de conscience un peu de ça, que en fait c'est important de dire quels que soient les espaces d'ailleurs pour dire des espaces en sécurité, etc. Et le film je trouve aussi plaide un peu pour ça, quoi. Ouais. Mais en même temps, je trouve que dans ce film il y a aussi on va dire un autre message qui est peut-être un peu plus pessimiste, et ça se retrouve beaucoup dans le personnage de Louise, qui dit non mais tu crois quoi, qu'on va aller à la police, que tu vas dire qu'il a essayé de te violer, et tu crois que notre parole ce sera suffisant? Jamais ils vont nous croire. C'est déjà trop tard là pour faire un test. Notre parole en tant que femme, en fait, en tant que femme victime de violence, n'a pas suffisamment de valeur aux yeux de la société. Ouais. Si toi tu t'en étais pas mêlé, il m'en aurait fait 100 fois plus. Et il s'en serait sûrement tiré haut la main puisque tout le monde m'avait vu danser avec lui. Il y en a même qui auraient dit que je l'avais bien cherché. Ma vie serait bien moins rigolote qu'à l'heure actuelle. Vu que là au moins je me marre. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pareil, on voit deux personnages de serveuses dans le film, autres que Louise. Il y a les serveuses vilaines qui se foutent de sa gueule quand elle a une scène avec Jimmy, là, son mec, où elle se fout trop de sa gueule, où c'est un peu les serveuses vilaines. Et t'as la serveuse sympa et qui dit non mais franchement, ces filles-là, ce sont pas des tueuses, quoi. Tu vois, c'est pas des meurtrières, quoi. Elles ont pas commandité un assassinat. Et elle dit ça aux flics tout de suite, quoi, aussi, c'était pas des meurtrières, quoi. Ouais. Pendant que je regardais le film Thelma et Louise, je l'ai regardé avec un ami, et on s'est dit, non mais ce film, c'est aussi fait pour les hommes gays, pour qu'ils apprécient ce film, parce que c'est un truc où ça prend vraiment le choix de, juste, plutôt que d'essayer de rentrer dans le moule, on va tout casser sur le chemin. On va un peu briser. On va un peu briser ce moule. Mais surtout à partir du moment où, de toute façon, elles comprennent que y a plus de retour possible. Oui, c'est ça. Et puis qu'elles ont plus rien d'autre à perdre, en fait. Oui, c'est ça. Il y a plus de retour possible. Donc, de toute façon, tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout de la démarche, quoi. Et dans Divine, il y a un truc un peu comme ça aussi, mais où ça la dépasse, par contre. C'est le moment où elle se met où Dounia, avec Maïmouna, décide de brûler la voiture de Samir, là. Ouais, de la mère de Samir. De la mère de Samir? Ok. Ouais, c'est sa mère. Parce que c'est une guéguerre de clan. Samir, c'est une guéguerre de clan, en gros. Et du coup, elle décide de brûler la voiture de la mère de ce type-là. Et en fait, on lui fait comprendre que là, elle est allée trop loin, quoi, aussi. Et qu'en fait, elle retourne
dans un système de règles, alors qu'elle elle s'affranchissait des règles, et en fait, elle doit retourner dans un système de règles. Qu'est-ce que t'as pris de faire à la police? Hein? Je t'ai toujours dit quoi? Faut être discret. T'es fiché maintenant. Tu veux tuer mon bide, c'est ça? Hein? Tu vas tuer mon bide? Elle a l'impression de s'être affranchie d'un système de règles qui, on va dire, être un peu les règles de la société entre guillemets normale, où tu vas à l'école, tu fais ton job, tout ça. Elle a décidé de s'affranchir de ça en devenant dealeuse et en essayant de se faire plein de fric pour espérer se casser de la cité et voilà, vivre la belle vie. Et en fait, elle se rend compte qu'elle est juste rentrée dans un autre système de règles qui est tout aussi dur, limite plus dangereux, mais en fait, ça va se vérifier, mais qui est pas moins oppressant pour elle. Ouais. Et au moment où elle essaie de s'affranchir de ce système-là, c'est là où tout retombe. C'est là où elle est rattrapée du coup par. Mais c'est marrant, moi ça me faisait un peu penser aux Rebecca. affranchis de Scorsese, quoi, un peu aussi dans ce côté-là où ça finit pas en apothéose grandiloquente comme Scarface, mais justement ça se finit ça se finit pas mal comme Scarface dans un truc vraiment grandiloquent et c'est mal de faire du mal, mais justement on tombe dans un truc où ça se finit très mal et après bah du coup on imagine qu'il faut revenir dans un truc ordinaire, quoi. Ça se finit pas ça se finit très mal, mais pas de manière tragédie classique, c'est ça que je veux dire, où tout s'effondre. Non mais tu vois ce que je veux dire, Ouais. Vraiment plus dans le sens théâtral du terme. Je veux dire par là que Thelma et Louise, ça se finit en tragédie. C'est que y a aucun échappatoire, elles meurent toutes les deux de manière grandiloquente dans un plan en ralenti, et où que les gens essaient de la sauver ou que les gens essaient de les détruire, ce qui est plutôt le cas des autres personnages du film. En fait, ça se finit sur cette scène-là, un peu divine, où elle s'envole dans le ciel. Oui, c'est ça, tu vois pas la voiture s'écraser, Ouais. c'est juste tu vois la voiture qui prend son envol. Mais comme une tragédie, quoi. Alors que je trouve que justement Divine revient dans un truc un peu aussi de l'ordre plus du réalisme, quoi, tu vois, où ça se finit très mal. Maïmouna, elle meurt de manière horrible, mais c'est pas esthétisé, c'est pas. T'as vu Scarface ou pas? Non, je l'ai pas vu, mais Ah oui, c'est vrai, tu me disais que t'aimais pas les films de mafia. Mais en gros, dans Ouais, Scarface, ça se termine à la fin où le mec mais il me semble qu'à la fin, le mec, il se fait juste cribler de balles. non, mais le mec, il y a une scène dans un manoir presque à la Tarantino, quoi, avant l'heure, où, tu vois, enfin, une scène en plus, j'allais dire, la Brian De Palma, mais c'est le cas, où, non, mais tu vois, les gens rentrent chez lui, t'as une scène d'action qui dure 10 minutes, et ça se termine, le mec, il est comme ça, et il se fait cribler de balles dans un truc presque christique. Et Brian De Palma expliquait que son objectif, c'était que les gens n'allaient pas vers la mafia en regardant Scarface, et en fait, tu dis, bah, c'est tout l'inverse. Il esthétise à mort la mort, et du coup tu dis bah en gros où tu meurs en héros, quoi, tu vois, et je trouve que dans Thelma et Louise c'est pareil, elle meurt en héroïne. Oui. Alors que dans Divine ça se finit personne, tu te dis mais en fait personne n'est une héroïne dans cette histoire, quoi, tu vois, juste l'autre elle meurt dans un truc pourri, sa copine elle va devoir affronter ça toute sa vie, probablement faire de la tôle ou je sais pas quoi, et en fait ça se finit de manière tragique mais pas comme une tragédie. Ah bah alors moi je suis pas mais c'est peut-être parce qu'on voit pas la tragédie de la même façon. Moi, je trouve que ça se termine encore plus comme une tragédie que Thelma et Louise. Mais t'entends quoi du coup à ce moment par tragédie? Bah tragédie dans le sens où il y a et je vais rapprocher ça aussi du titre du film et aussi d'un autre thème qui est assez fort dans ce film, le thème de la spiritualité, du divin. Je trouve que Divine, c'est à la fin c'est presque comme il y a un truc presque de peut-être pas de martyr mais de punition divine où dès le début tu sais que ça va mal se terminer, un peu comme tu dis, t'as envie d'y croire. Moi il y a plusieurs moments où j'ai envie d'y croire, mais je sais que ça va mal se terminer et que c'est à la fin, le fait que ce soit son amie Maïmouna qui meurt, c'est même limite pire que si elle était morte. Elle, en plus, elle doit faire face à la culpabilité. Pardon. Et je trouve qu'à la fin, bah, t'as cette musique un petit peu religieuse où t'entends plus les paroles. Je trouve que c'est très esthétisé. Il y a un côté un peu émeute. C'est un truc très romantique
Je trouve qu'il y a un aspect très romantique. Ah ouais, ok, moi j'ai pas du tout vu ça, c'est marrant. Où même elle lève les yeux vers le ciel, elle pleure. Il y a un côté, une expérience spirituelle, mais pas dans le bon sens, plus une espèce de punition divine. Ouais, c'est marrant, tu vois, moi j'avais pas vu ça, mais je comprends ce que tu veux dire, et effectivement, je pense que c'est ça aussi qui a voulu être fait. D'autant plus que, alors c'est marrant parce que les films utilisent beaucoup la musique et l'art d'une manière générale, Ouais. mais de façon différente. Moi, j'étais frappé dans Thelma et Louise à quel point tu avais la présence de musique populaire absolument tout le temps, et comme des marqueurs presque sociaux et de rythme. T'as plein de scènes où elles sont dans les voitures et elles chantent les chansons à la mode en ce moment. Enfin, au moment de la sortie. J'ai adoré ces scènes, personnellement, parce que moi, ça m'a vraiment mis dans l'état d'esprit du road trip. Ouais, tout à fait. Et je pense que c'était le but. Et moi, ça m'a même évoqué aussi des trucs un peu de l'ordre du transcendantalisme aussi, tu vois, américain. Tu sais la nature est belle, la nature est grande, et en même temps, nous, on est nature parce qu'on est homme, mais on est aussi homme, et donc du coup, dans nature et hors nature, et on jouit de cette nature grandiloquente, et en même temps, on reste aussi très ancré dans l'humanité. Tu vois, ça m'a évoqué ça aussi. Et alors que dans Divine, il y a une grosse présence de musique, mais plutôt de musique classique ou de rap. Et à ce moment-là, c'est plutôt pour jouer le décalage, quoi, entre la présence de la banlieue, le théâtre, le supermarché, et ça esthétise pas mal des scènes comme ça, de manière avec des scènes plutôt ordinaires avec la musique classique ou des choses comme ça. Puis aussi la symbolique religieuse. Oui. Notamment une scène assez intéressante où t'as Dounia, donc qui est de confession musulmane, se retrouve dans une église pour échanger un sac de drogue, et où elle met ses mains un peu sur son visage en disant Dieu pardonne-moi, mais en regardant l'effigie du Christ. Ouais. Et en plus en arabe. Ouais. Et la réalisatrice, dans une des interviews que j'ai vues, disait que pour elle, c'était une façon un petit peu de rapprocher un peu l'expérience spirituelle au-delà de la religion particulière. C'est-à-dire, on cherche tous un petit peu cette présence divine, ce soutien divin, cette présence. Et il y a Maïmouna qui dit qu'elle discute avec Dieu. Dans la nuit, dans ses rêves. Il y a un moment Dounia qui entend de la musique, un peu comme une espèce d'hallucination, juste après s'être fait tabasser par un mec. C'est assez intéressant. Mais bon, la petite parenthèse, juste j'y pense parce que quand tu m'as parlé de Thelma et Louise et de quand elles sont sur la route à chanter les chansons, ça m'a rappelé nous deux quand on est allés en Normandie il y a quelques mois et qu'on a fait cette route ensemble. C'était d'ailleurs c'est le seul vrai road trip qu'on a fait ensemble. Ah bah à deux, oui, je pense que je t'avais jamais conduit autant de temps. Et pourtant, c'est un peu un road trip à l'américaine. On est parti vers l'ouest, la Normandie. Alors qu'on n'avait pas le droit de quitter notre région, donc on était aussi hors la loi. Mais on l'a fait pour des raisons professionnelles. On avait le droit pour des raisons professionnelles. Oui. On était un peu hors la loi. C'était notre version de Thelma et Louise où on s'est pas jeté dans l'océan. Oui, c'est ça. Il y avait aussi des falaises. Mais du coup, ça m'a rappelé un peu ça et parce que du coup, c'est le thème aujourd'hui, c'est la puissance et l'amitié et un petit peu les moments où on essaie de briser les carcans. Est-ce que tu peux penser à un moment dans notre amitié où on a fait les 400 coups? Au collège, on a fait quelques conneries. On s'est retrouvés qu'une seule année ensemble dans notre vie scolaire. On s'est rencontrés en troisième et après au lycée, on était déjà dans des endroits différents. Mais on a fait quelques conneries. On a utilisé la puissance de notre amitié pour rejeter d'autres amis. Oui. Non, on a été cruels. Les enfants sont cruels et on a fait partie de cette catégorie d'enfants qui ont été cruels.
En fait, on s'est rencontrés à travers un ami commun, Qu'on va appeler Albert. où à la base, on était tous les deux jaloux de cet ami. Enfin, on était tous les deux jaloux l'un de l'autre pour avoir l'amitié de cette personne, De Albert. Albert. C'est comme Oui. ça qu'on va l'appeler. J'essaie de l'appeler Albert. Ok, Albert. Ceci est un nom de code, je tiens à le préciser. Mais quand on a arrêté de se percevoir comme des adversaires, on s'est vraiment rapprochés au point où notre amitié à deux était suffisante pour qu'on puisse se délester d'Albert. Ouais. Et c'est ce qu'on a fini par faire. Dans un trajet pour aller à la salle de sport. Ça devait être horrible pour lui. Et Albert, si tu te reconnais, on est désolé. Oui, toutes nos excuses. Tu méritais pas qu'on te traite comme ça. Non. Mais j'essaie de penser en conneries, des trucs plus drôles que juste faire du mal aux gens. On a failli mettre feu à ta chambre Oui. en faisant une séance de spiritisme. En faisant une séance de spiritisme, où soudainement, c'est marrant, quand on met des bougies sur de la moquette en présence de papier et de mouchoirs, il y a une probabilité relativement importante pour que des choses puissent prendre feu de manière spontanée ou pseudo-spontanée. C'est ce qui s'est passé. Et on a dû foutre de la peinture derrière. On avait gratté la moquette, on avait foutu de la peinture pour cacher les dégâts. C'est la moquette rouge. Oui, j'avais oublié. Mais d'ailleurs, après on avait foutu un truc dessus et je crois qu'il y a une espèce de table ou je sais pas quoi et je crois que ça s'est jamais vu. En tout cas, personne m'a jamais emmerdé moi avec ça. Non mais on doit en avoir d'autres. Bah écoute, si je repense à une autre anecdote, parce que même quand on vivait plus dans la même ville, on continue à se voir régulièrement. Mais on n'a pas fait des grosses conneries. On n'a pas volé dans les Non. magasins. On n'a pas, enfin non pas que ce soit non plus une très grosse connerie, mais J'ai fait ça au collège. alors que pourtant t'es plus légaliste que moi. Hein. Moi j'ai moins de mal à être hors la loi sur les trucs où je m'en fous et je considère que c'est pas mon problème. C'est vrai. C'est vrai que j'ai tendance à plus respecter les règles que toi. Mais je vais te dire, c'était quand même fidèle à moi-même parce que je l'ai fait un peu parce que c'était des mecs de mon collège qui m'avaient dit « Ah ouais, nous on va c'était quand je vivais à Berlin, on va au... Comment ça s'appelait ? Au magasin. Et puis on prend des... T'as vraiment mis 5 minutes à chercher le mot magasin. Non, mais il y avait plusieurs magasins. Enfin bref. Ils allaient au magasin et ils volaient genre des chewing-gums ou des bonbons ou des trucs comme ça. Et une fois, j'y suis allé avec eux. Et du coup, ils avaient tous pris un truc. Et puis, moi, j'avais pris, je me souviens, un rouleau de chewing-gum Ooba Booba. Et donc, je l'ai mis dans ma poche et voilà, je l'ai volé. Mais je me suis senti tellement coupable qu'à la fin de la journée, j'ai été le dire à ma mère. J'avais genre 13-14 ans. Donc, j'ai été me confesser auprès de ma mère. Oui. Et du coup, elle m'a forcé à retourner au magasin et à poser une pièce de 2 € à l'endroit où je l'avais volé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as braqué le magasin? Ah, c'est pas vrai, t'as fait un braquage! C'est bien. Tu es rattrapé par tes démons. Toi aussi, t'as des formes de punition divine incarnées par ta mère. La Matrum ex machina. Mater ex machina. D'ailleurs, on aura un prochain épisode sur les mommy issues. Oui. Oh oui. Et il y aura des choses à raconter. Mais ouais, c'est un peu un des 400 coups que j'ai pu faire quand j'étais ado. Oui. Non, sinon, Voilà. en conneries à deux qu'on a faites, je sais pas, c'était plutôt avec les gens. On avait fait des saloperies à des gens, quoi. C'était plutôt ça. Ah bah arrête, là tu donnes l'impression qu'on est des pourritures qui passaient notre temps à faire des... Bah, on a été un peu des pourritures. Il y a des moments où on a quand même un peu passé notre temps à établir des plans un peu pourris pour les gens. Ah bon? Bah oui, on a fait ça plein de fois. Ou à s'imaginer des scènes d'humiliation des gens autour de nous. Des trucs qu'on pourrait faire pour les humilier, qu'on mettait pas forcément à exécution, mais on les imaginait quand même. Oui, non mais on les imaginait, après,
il y a une différence entre imaginer, concevoir des plans et les mettre à exécution. Aussi, c'est pas pour dire que ça rend la chose excusable, mais on n'était pas vraiment le genre de personne qui fitait dans le moule. Toi, peut-être que t'étais plus, je sais pas si t'étais populaire toi dans ton lycée. Non, moi j'ai été délégué de classe tous les ans parce qu'en fait personne n'avait envie de le faire et du coup ils votaient pour moi et moi je pensais que c'était une espèce de forme de reconnaissance alors que aujourd'hui je pense que c'était pas vraiment le cas. Non, mais je veux dire, j'avais des bons rapports quand même avec certaines personnes, hein. J'avais des amis, mais moi mes années de lycée c'était plutôt des années où je me suis senti plus rejeté Ouais. ou pas en adéquation qu'autre chose. Ouais, ouais. Donc voilà, quand on est rejeté par la société, bah ça crée de la colère et du coup. Et ben tu après on penses à prend des guns et on tire sur des camions et on vend de la drogue. Non, mais d'ailleurs, du coup, tu vois, je trouve que des films comme Divine et Thelma et Louise, je trouve que les critiques de genre ces trucs c'est trop violent, c'est débile parce que, alors peut-être qu'il peut y avoir un côté cathartique vis-à-vis de la violence. Tu te dis, enfin, c'est comme ça, tu sais, par exemple, moi, les gens qui m'insultaient ou qui me menaçaient au lycée parce qu'ils avaient appris que j'étais attiré par les garçons, bah je rêvais de leur faire du mal aussi, et du coup bah de voir quelqu'un sur l'écran qui se permet d'enfreindre les règles de la société pour se libérer de ça, c'est un côté libérateur. Ouais. Mais alors oui, il y a peut-être un peu de ça, mais en plus j'ai envie de dire, je suis désolé, mais quand tu vois la quantité de films qui sont enfin tellement plus violents, tu sais, même on a fait pour l'épisode de Noël Die Hard. Piège de cristal, ouais. Ouais, Piège de cristal, où le truc, enfin, le mec il passe son temps à juste tuer des gens. Mais même en sur la mode, banlieue, c'est je une pense comédie, aussi, quoi. ce qui a gêné pour Thelma et Louise, c'est le fait que soit, comme tu dis, c'est le fait que ce soit deux femmes. C'est une femme qui a le pistolet et qui tire, quoi. Ouais. Et pour Divine, ce qui a pu gêner, c'est aussi le fait que ça se passe dans les banlieues et que tu vois deux femmes qui essaient de prendre leur destin en main, quoi. Et en plus, la réalisatrice Ouda Benyamina, elle a eu l'idée de ce film après les émeutes de 2005 en France. Ouais. Qu'il y ait des émeutes dans les banlieues, où il y a eu une espèce de révolte populaire dans les banlieues autour de Paris. Et qu'on durait quelques semaines. Non, et du coup, c'est en voulant exprimer cette colère-là, la colère des émeutes de 2005, qu'elle a eu l'idée de faire ce film-là, et aussi pour montrer ça. Et là, par exemple, en ce moment, il y a un film au cinéma en France qui s'appelle Bac Nord, qui a été lui critiqué pour d'autres raisons, mais aussi parce que justement, il montre une vision de la banlieue nord de Marseille de manière ultra violente, en montrant les banlieusards comme des sauvages, quoi, et que la police doit rééduquer. C'est à peu près le ton du film. Ok. D'ailleurs, quand le film était dans la conférence de presse à Cannes, t'as un journaliste irlandais de l'agence France Presse qui a dit quand même, je pense que c'est un peu joué avec le feu de sortir ce film-là à un an des élections. Ce qui dit, moi j'arrive, je connais pas les banlieues et je vote en France, je vois ce film-là, bah je me dis, bah c'est bon, j'ai voté Le Pen. Et bah ça n'a pas manqué. Marine Le Pen a mentionné ce film comme étant un film absolument à voir et qui montrait bien ce qui passait dans les banlieues, quoi. Oh là là. Et là par contre ça pose moins ça pose moins de problèmes, quoi. Et il y a des critiques qui s'en sont emparées, mais aussi parce que ces thématiques-là, elles se sont un peu aujourd'hui, on considère les gens qui vivent en banlieue comme des vraies personnes. Notamment de manière médiatique. Et c'est pareil, en France aussi, c'était un des rares films où il n'y a quasiment pas de personnes blanches qui jouent dans le film, et où les personnages principaux ne sont pas blancs. Et c'est quasiment une exception dans le cinéma français. C'est vraiment très rare. J'ai vu que ce film avait aussi été pas mal comparé à Bande de filles. Ouais. Qui est aussi... qui parle aussi de thématiques de jeunes filles en banlieue, où... la majorité des actrices sont noires. Je sais pas si tu as vu Bande de filles. Moi, je l'ai pas vu. Ok. Parce que du coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit, faut que je me dépêche de regarder avant de monter cet épisode. Et en fait, je trouve ça désolant que ça ait été comparé, en fait, à Bande de filles.
Parce l'as que vu ce sont des films... Ouais, bah du coup, je l'ai regardé avant là, je suis hier. En tout cas, le peu que j'ai lu sur le film, j'ai pas compris vraiment le lien, si ce n'est que ça se passe en banlieue, que ce sont des filles. Bah, en fait, le seul lien, c'est que c'est des banlieues, c'est des filles noires. Et du coup, c'est suffisant pour des critiques de cinéma de comparer ces deux films et de dire que d'avoir quand même écrit dans une critique que Divine n'était qu'une pâle copie de Bande de filles, alors que c'est des films vraiment différents, quoi. Non, bah merci, quoi. Et je trouve que c'est assez désolant, et ça montre bien aussi que il y a tellement peu de films qui montrent ces personnages-là, et qui montrent aussi des actrices noires en l'occurrence, ou non blanches, dans des rôles non stéréotypés. En fait, t'en as deux, t'as l'impression que c'est déjà une Oui, redite, que quoi. eux, dans leur tête, c'est la même chose, quoi. Ouais, c'est déjà une redite, quoi, et c'est assez hallucinant. Mm. Moi, Michel, dans ta vie, est-ce qu'il y a des femmes qui ont utilisé leur puissance de rébellion qui t'ont inspiré, toi, dans ta vie? Ou que t'as connu en exemple? Sans tomber dans les stéréotypes, mais tant comme gay, je regarde forcément les femmes qui se rebellent contre la société comme des modèles. Je veux dire, dans mon entourage proche, bah, il y a ma sœur, déjà. Je trouve que ma sœur, ça a toujours été une femme dans mon entourage que j'ai admirée pour sa capacité à pas se laisser faire et savoir remettre les gens à leur place quand c'était nécessaire. C'est toujours c'est une qualité chez elle que j'ai toujours admirée et qui m'inspire. Mais je sais que je me suis souvent entouré d'amis, qui avaient un peu ce trait de caractère. Mm. Et je pense que c'est pas un mystère si je suis devenu ami avec ces filles. C'est que je pense que on partageait ce sentiment de pas correspondre au moule de la société et d'être un peu dans un rapport conflictuel et de résistance et on devait aller au-delà. On devait soit abattre des murs ou les traverser et c'est toujours quelque chose que je retrouve dans mes amis proches, je trouve. Mais je suis d'accord, moi aussi, c'est intéressant ce que en réfléchissant à cette question-là, c'est pareil, moi c'est souvent dans mon entourage où il y a des personnes que j'ai choisi de garder et qui ont choisi de me garder dans leur entourage aussi, ou que je retrouve ça en fait. Ce côté où on y va, on réfléchit sur son affirmation de soi-même, et on se lance et je continue à travailler un peu pour le spectacle vivant mais plus à plein temps, donc j'ai une moins grande nécessité de construire un réseau. Comme c'était le cas avant où tu devais parler à tout le monde et connaître un peu tout le monde et ce qu'ils font, etc. Et aujourd'hui, les personnes que j'ai le plus gardées autour de moi ou avec qui j'ai voulu conserver des relations au-delà du simple rapport de travail, c'est quasiment que des femmes qui, à un moment donné, s'affirment, quoi. Affirment leur art, s'affirment par leur art, ont des discours ou essayent d'avoir des discours sur l'état de leur art aujourd'hui, de qu'est-ce qu'elles veulent en faire, de comment elles veulent que ça impacte la société, et pas toujours d'ailleurs dans une forme révolutionnaire, mais juste on y va et on se saisit de ça, quoi. Et je trouve ça et je suis content en fait aussi d'en être entouré et d'avoir plein d'exemples autour de moi, ce qui n'empêche pas, bien évidemment et bien malheureusement, les phénomènes systémiques de se produire et les oppressions d'exister, les violences d'exister dans le travail pour ces personnes-là aussi, dans le travail, dans leurs relations, etc. Bien malheureusement, surtout quand sont des personnes qui subissent différentes formes d'oppression pour la sexualité, couleur de peau, genre, etc. Mais ouais. En tout cas, moi, je suis assez entouré aussi de personnes comme ça. Ouais, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est un thème qui nous parle à tous les deux. Parce que, tu sais, on pourrait se dire, ces deux mecs cisgenres, pourquoi est-ce qu'ils ont envie de faire un truc sur des
duo de femmes qu'ils considèrent comme puissantes. Et d'ailleurs, quand on avait annoncé ce thème, on a aussi été contacté euh, par des auditeurs et auditrices qui nous ont dit mais le terme de femme puissante, ça peut être utilisé un peu à tout va. Ouais, y compris du coup dans une perspective sexiste, de dire Oui, exactement. pour une femme qui fait son trou, et du coup il faut être une femme puissante pour être une vraie femme, quoi. Et sinon on n'est pas une vraie C'est femme ça. si on n'est pas puissante. Et du coup que ça pouvait être dangereux d'utiliser cette terminologie-là. Ouais, et d'ailleurs, par exemple, dans le milieu de l'entreprise, ou du travail, on va parfois entendre parler de girl boss. Je sais pas si c'est un terme répandu en France. Pas du tout. Mais un peu ce côté de genre, ouais, c'est la fille qui prend tout en main, elle est super bonne à son boulot, c'est le bon mélange de, genre, elle prend des décisions dures, mais en même temps elle est empathique, et en même temps elle a un bon équilibre dans sa vie. Mais du coup, c'est toujours, en fait, cette idée un peu de girl boss, ça, plutôt que de questionner le patriarcat et le fait que, l'oppression des femmes par la société patriarcale, ça va plutôt essayer de donner une place acceptable dans les femmes qui ont de l'ambition. Oui, puis encore, dans une femme sur 1000 qui a l'ambition. Dans celle qu'on accepte de la considérer comme une girl boss. Du coup, qui répond toujours aux attentes des hommes. Parce que pour les hommes, la femme, elle doit être empathique, elle doit savoir gérer sa vie de famille et sa vie de travail. La femme, elle doit être ferme, mais pas trop non plus. Et du coup, tout ça pour dire que nous, dans l'idée de faire cet épisode, et c'est pas pour nous justifier, c'est plutôt une clarification et c'est pour ça qu'on l'a dit au début, que pour nous, puissante, c'est pas juste genre la femme qui réussit dans tout ce qu'elle fait, tel que la société aimerait qu'elle fasse. C'est même plutôt l'inverse. C'est plutôt la personne qui qui choisissent de s'affranchir aussi de la société. C'est ça. Ou d'une forme oppressive de la société par elle-même. Ouais. Et moi je vois aussi un peu le rapport au potentiel de se dire c'est mon potentiel que j'ai envie de vivre. Et aussi le potentiel commun. Et je trouve que là, la question de l'amitié, elle est vachement intéressante aussi. Oui. Là où, du coup, pour les girl boss, mais également aussi pour les hommes avec ambition, c'est toujours, on montre des personnes qui ont aussi pu savoir trancher et qui se sont réalisés par eux-mêmes, tout seuls ou toutes seules. On veut isoler plutôt que de dire, en fait, ça peut être aussi un effort commun. Et en fait, on peut être plus fort ensemble. Et là, ça montre ça aussi, que c'est ensemble. Et c'est pour ça que je trouve que le personnage de Maimouna, il est vachement intéressant parce qu'il n'est pas traité au même niveau que celui de Dounia, contrairement à Thelma et Louise, où elles sont plutôt sur un même niveau. Enfin, elles évoluent ensemble, en tout cas. Maimouna, elle est un peu plus en creux. Pourtant, on montre bien ça aussi. On montre qu'elle, non seulement elle donne de la force à Dounia, mais qu'elle en récupère aussi. Et qu'elles sont plus fortes à deux, et elles sont vraiment à deux quand même, quoi. Même si la focale, elle est présente sur Dounia. Et je trouve ça vachement intéressant, ça. Plus je tombe, plus ça me brûle. Et à la fin, j'ai juste envie de m'écraser pour que ça s'arrête. Et moi alors, je suis toujours là pour t'attraper. Ouais. Il y a une belle dialectique entre Dounia toute seule et aussi Dounia, elle n'existe pas toute seule, quoi. Parce que personne n'existe tout seul. Et c'est un mensonge qui est entretenu. Comme le mythe, là, on est sur un autre sujet, mais ça relève de ça quand tu parles des girl boss, mais du self-made man, quoi, de la personne qui se fait tout seul. Et en fait, on regarde aujourd'hui, toutes les personnes qui sont milliardaires sont des personnes dont les parents étaient millionnaires, quoi. Et il y a pas de, et l'exception, elle existe, mais elle est rarissime. Et donc, du coup, c'est pas vrai qu'on se réalise soi-même, on se réalise aussi parce qu'on a un environnement qui nous permet de nous réaliser, qui nous met non seulement des schémas mentaux qui le permettent, et ça peut s'acquérir, mais aussi, des facilités économiques, des facilités sociales, des facilités de réseau, des facilités géographiques, des facilités politiques qui permettent de se réaliser, et tout le monde là-dessus est loin d'être logé à la même enseigne, quoi. Oui, et puis de toute façon, c'est une caractéristique souvent des systèmes d'oppression. Pour maintenir le système en place, c'est de briser la solidarité
des groupes opprimés, de les isoler et de leur donner l'impression qu'ils ne peuvent ils peuvent pas s'en sortir ensemble. Ouais. Parce que ce serait leur donner plus de force. Absolument. Et que d'ailleurs, bien souvent, pour en faire, c'est important d'en faire sortir une ou un de temps en temps du système opprimé pour l'ériger comme exemple, quoi. C'est ça. Pour dire, vous voyez, eux, ils s'en sont sortis tout seuls. Ils se sont pas plaints. Ils ont fait chier personne. Ils s'en sont juste sortis parce qu'ils ont bien travaillé. Mais en fait, c'est un leurre. Ouais. C'est tout à fait un leurre. Mais ça fait même penser, j'atteins le point Orwell, mais non, mais dans 1984, par exemple, c'est une thématique qui est développée. Alors, je suis désolé, je m'autorise à spoiler un livre qui a plus de 50 ans aujourd'hui, qui a même plus de 70 ans. Je le fais. Donc, si vous l'avez pas lu, coupez l'épisode et lisez-le. Mais on découvre quand même que la rébellion entretenue par le personnage principal dans 1984, elle est prévue par le système. Elle est prévue pour se produire, et c'est encore plus terrifiant en fait, parce qu'on pense que justement il y a une forme d'émancipation, et en fait à aucun moment il y a une émancipation possible, et il y a une émancipation en tout cas qui s'est réalisée. On retrouve ça aussi pour revenir à l'univers cinématographique dans Matrix. Absolument. Et on se rend compte qu'en fait l'idée d'élus et de rébellion, c'est prévu par le système pour un peu relâcher la pression. Et permettre au système de se maintenir. Absolument. Et c'est c'est intéressant, et on retrouve ça du coup dans Thelma et Louise et dans Divine, quoi. Mais tu vois, ce que je trouve fort dans Thelma et Louise, c'est que jusqu'à la fin, tu vois, même le personnage de l'inspecteur sympathique, il a quand même un côté paternaliste. Ah bah carrément. Où il est comme, non mais les filles, vous allez tout m'expliquer, puis je vais m'occuper de vous, je vais faire en sorte que ça va aller. Et même d'ailleurs, dans la scène avec JD, le personnage de Brad Pitt, où il lui dit non mais en gros, toi, tu leur as fait du mal, donc je vais te casser la gueule, quoi. Ouais. Et même s'il a de bonnes intentions, il est très paternaliste. Et c'est qu'à la fin, ils font juste un gros fuck à tout ça, en disant non mais en fait, c'est nous qui sommes en charge de notre destin, quitte à ce qu'on se jette dans un canyon. Du coup, c'est quand même pessimiste de se dire qu'elles sont obligées d'en arriver là, mais il y a ce côté un peu, je sais pas si anarchiste c'est le bon mot, mais où elles essaient vraiment de se libérer de tout, de tout système d'oppression et de s'autodéterminer, quoi. C'est ça, de s'autodéterminer. Et je trouve ça fort, et je trouve ça, alors, j'allais dire couillu, mais après avoir vu Divine, je vais plutôt dire c'est clitoridien. T'as du clitoris, j'aime bien. Ou ovarisé. En tout cas, c'est quelque chose que je trouve, fallait oser, et c'est bien qu'ils aient osé, de mettre ça en avant, et qu'ils aient pas juste cédé à la facilité d'une fin heureuse ou en demi-teinte. C'est un moment, il parlait même que genre Louise allait balancer Thelma de la voiture avant de se lancer dans le canyon, parce que c'est elle qui a tué, donc c'est elle la méchante, quoi. Et de jusqu'à la fin, les deux, tu vois, en plus, il y a une espèce de sérénité quand elles prennent la décision à deux, où elles se font un gros bisou avant d'y aller. Oui, c'est aussi, on se réapproprie aussi notre sexe, quoi. Notre sexualité. Enfin, voilà. J'ai beaucoup aimé Thelma et Louise. Et j'aime beaucoup Divine aussi. Ouais. Même si Divine, c'est plus triste. Donc Divine, je l'ai regardé hier soir, j'ai versé beaucoup de larmes à la fin. Sur l'échelle de Dancer in the Dark, c'est 8,5. Ouais. Pour moi. Parce que Thelma et Louise, il y a un côté, peut-être parce que c'est le road trip, il y a un côté un peu, tu voyages, moi, Thelma et Louise, ça m'a donné envie de repartir en road trip avec toi. Non, mais carrément. Sans forcément tuer des gens ou braquer des magasins. C'est pour ça, moi, je trouve aussi que c'est très américain, quoi. Ce côté aussi, on va, alors là, elles vont un peu vers l'ouest, puis elles vont vers le sud, mais il y a, on y va, et puis vraiment, ça m'a rappelé la littérature américaine du 19e siècle, quoi, transcendentaliste, quoi. Le truc où d'un coup, la nature, elle est magnifique, elle est magique, ouais. Elle s'arrête à un moment, d'ailleurs, en pleine nuit pour regarder les étoiles. Ah oui, ça crève l'écran, quoi.
Ouais. Non, mais voilà, ça m'a donné envie de partir en voyage et de vivre des moments forts et d'un peu de me libérer de certains carcans sans forcément aller jusqu'au point de Thelma et Louise. Mais Divine, il y a des moments où franchement j'ai bien rigolé. Il y a des moments aussi un peu presque oniriques, que ce soit les passages de danse ou le moment, tu sais, où elle s'imagine être en voiture. Ouais. Ah ouais, c'est drôle J'adore ça. cette scène. Mais d'ailleurs, c'est marrant, moi je lisais qu'elle voulait avoir une relation un peu à la Laurel et Hardy pour Maïmouna Oui, et Dounia. ouais. Oui, alors que c'est pas forcément ce à quoi tu penses quand tu vois le film, Non, mais mais c'est c'est assez intéressant drôle, la quoi. façon dont elle l'explique, ouais. Ouais. Et le personnage de Maïmouna, enfin l'actrice, je la trouve fabuleuse parce que elle elle te donne vraiment enfin, ce sentiment de douceur. Ouais. Juste, t'as envie d'avoir une Maïmouna dans ta vie. Non, mais c'est C'est ça. juste trop gentille, Ouais. trop aimante, mais tu sais, vraiment généreuse avec son cœur. Ouais. J'ai adoré ça. C'est très très beau. Ouais. Mais Divine, enfin, régulièrement pendant le film, t'es quand même ramené à un truc vraiment dur. Et à Mais la fin, ça ça se invite pas au termine voyage, quoi. très mal, quoi. Ouais, puis on n'a pas envie d'aller à Montreuil, on n'a pas... Non, puis tu te dis pas qu'à la fin, tu vois, Thelma et Louise, à la fin, c'est quand même, c'est déchirant de les voir qu'elles sont obligées de se donner la mort pour rester libres. Mais il y a un côté aussi jubilatoire. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose. Il y a leur scène de mort, tu sais, elle est belle. Enfin, il y a un côté un peu euphorique. Alors que là, c'est vraiment, Ouais, ça se finit juste trop mal, quoi. ça se finit vraiment super mal. Ouais. Bien. Ben voilà. Alors, il y a 1 milliard de trucs dont on n'a pas parlé. Comme d'habitude. Que ce soit le cycliste Rasta dans Thelma et Louise. Oh, j'avais complètement oublié cette scène, mais j'ai tellement rigolé. Face au flic dit nazi, d'ailleurs, j'ai lu dans plusieurs endroits où il appelait le flic nazi. Ah bon? Bah oui, je pense parce qu'il est blond, aux yeux bleus. Ah oui, c'est vrai qu'elle disait he looks like a Nazi. Et j'ai lu plusieurs fois crédité, je pense, j'ai pas vérifié dans le générique, mais j'ai lu plusieurs fois que ce personnage s'appelait le flic nazi, quoi. Ouais. Non mais ouais, il y a une scène un peu sortie de nulle part où t'as le policier, donc elles ont braqué un policier, et elles l'ont enfermé dans le coffre de sa voiture et ont jeté les clés. Et c'est dans le désert. C'est dans le désert de la Californie parce qu'ils ont tout tourné en Californie, mais bon voilà, ou de Utah. Et tout à coup, sorti nulle part, t'as un cycliste noir avec ses rastas en train de fumer son joint qui se pose juste là. Et il entend le mec qui gueule dans son coffre. On voit juste un petit bout de doigt qui dépasse par un trou. Oui, un trou qui a été fait par une balle. Et le mec il est juste en train de se taper son joint tranquille, puis à la fin il se rapproche du coffre et finit par souffler une grosse bouffée de fumée de joint dans le trou. Enfin la scène est vraiment très drôle. Ouais. Ah ouais, c'est hyper chouette. Mais bon, il y a plein de trucs qu'on peut parler, mais c'est pareil, je trouvais que les films étaient un peu des anti-Bechdel. Parce que l'un comme l'autre remplissent pas le test de Bechdel si on inverse les genres, et je trouvais ça intéressant. T'as pas de scène dans Thelma et Louise. T'es sûr? Ni dans Divine où t'as 2 personnages masculins qui parlent d'autre chose que des femmes. Dans Divine, Dans Divine, t'as le danseur et le metteur en scène. Non mais oui, d'accord, mais c'est une scène... Le metteur en scène, c'est pas un personnage, le chorégraphe, on le voit à peine. Bon, on le voit plusieurs fois. Ouais. Après, je veux dire, peut-être dans l'idée, je suis pas complètement contre. Ouais, je sais pas. Ok. Michel est aigre pour cet épisode. Pas que pour cet épisode, dans la vie en général. Bon, quoi qu'il en soit, merci de nous avoir écoutés pour cet épisode. Si vous regardez ces films ou si vous les avez vus, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et c'est des films qui valent le coup des vues, je pense. Oui. Si l'épisode vous a plu, on vous invite vraiment à le partager, à en parler autour de vous. C'est ce qui fera qu'on sera de plus en plus écoutés, qu'on pourra se permettre de faire des trucs de plus en plus cool. En France et au Canada. En France et au Canada. Et ça nous fait plaisir de toute façon d'avoir des retours. On prend toujours un immense plaisir à faire ça.
Et on vous dit rendez-vous le mois prochain. Si je me trompe, c'est le mois d'Halloween. Le mois du 31 octobre. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, des bisous baveux. Bisous. Attends, là, je ne t'entends plus. Ah bon? Tu m'entends? Allô? Allô? Ah, attends, une seconde. Allô? Oui, tu m'entends ou pas? Allô? Tu m'entends pas? Oui, Tu maintenant m'entends je t'entends. pas? Ah. Maintenant je t'entends. Ok, Toi, trop tu bien. m'entends? Oui, très bien. Moi, j'ai eu aucun problème depuis tout à l'heure.